Donc, je vous redis officiellement bonjour à toutes et tous. C'est super. Déjà, c'est ce que je disais à nos invités que j'ai lancé quelques invitations comme ça parce que c'était à chaque fois ces invités qui avaient des thématiques qui m'intéressaient et donc 100% ont dit oui. Donc, c'est le truc qui n'arrive jamais quand on organise une table ronde. Donc, je ne sais pas si c'est la force du virtuel ou du moment ou que sais-je. En tout cas, c'est cool. Donc, merci déjà à vous d'être là. Et puis, merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints parce que voilà, je sais qu'on sera peut-être pas loin de 50 et donc c'est vraiment chouette aussi. Euh, voilà, donc moi je m'appelle Jean-Baptiste et donc du coup moi j'ai créé Jinkyo qui est la communauté, nous on dit les talents d'information parce que on s'adresse aux journalistes mais aussi à tous les métiers en fait qui font de l'info. Donc pour moi c'est quelque chose qui a toujours été super important de pas cantonner l'information aux journalistes. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont des développeurs et qui viennent faire de l'info, d'autres qui font de la vidéo, de l'image, enfin, il y a des tonnes de métiers. Donc voilà, donc c'est ce terme qu'on a trouvé, talent d'information, pour désigner en fait toutes ces personnes qui permettent de faire de l'info et notamment de l'info de qualité. C'est ça qui nous intéresse le plus, sous toutes ses formes. Et pour prolonger du coup, cette plateforme qui est un outil qui permet via un portfolio d'avoir une possibilité de montrer son travail beaucoup mieux qu'avec un CV, et on s'est dit qu'on allait créer un podcast. Et donc on l'a fait donc avec ma copine Élise qui pour le coup n'est pas du tout dans l'histoire Jinkyo mais est une copine journaliste que j'ai rencontrée et avec laquelle on partage justement un peu tous ces sujets, d'avoir envie d'imaginer à quoi ressemblera l'info de demain ou d'aujourd'hui pour ceux qui se bougent et voilà, pour ceux qui ont des idées et envie de réaliser des choses. Et donc avec Élise, on a lancé Aparté en février 2019. Donc ça fait un peu plus d'un an. Demain, on va avoir le 36e épisode publié avec Julien Laurent, qui est le responsable du marketing de l'info au groupe TF1. Donc, vous voyez, on fait vraiment des métiers très différents. Et alors, eux, ils ont lancé un chatbot. En fait, ils se sont rendus compte que au moment du confinement, qu'il y avait des tonnes de questions qui se posaient, mais vraiment des centaines, des milliers, et que par ailleurs, eux, ils avaient des centaines et des milliers de contenus, d'articles, de vidéos, et que des petites mains humaines ne parvenaient pas à répondre à tout le monde. Et donc, ils ont décidé de tenter le chatbot. Et voilà, la conclusion qu'ils en tirent, c'est que ce n'est pas du tout un truc qui est généralisable pour faire de l'info, mais que dans une situation exceptionnelle comme ça, pour répondre vraiment à des flots de questions, ça peut être assez pertinent. Donc voilà, donc ça c'est l'épisode de demain, le 36e. Et avant cela, on avait accueilli plein de personnes. Et donc, les personnes, moi, que j'ai choisies aujourd'hui, c'était sur un critère assez simple, finalement, c'était d'essayer de comprendre à l'échelle individuelle enfin, voilà, ce que des journalistes ont fait ou des auteurs ou des réalisateurs ont fait pendant ce confinement. Donc de partager voilà, leur réalisation, de partager aussi très concrètement comment ça a fonctionné, ce qui était bien, intéressant. Il y a eu on entend dans les médias qu'il y a eu un peu des mouvements d'accélération sur certains projets, d'autres choses forcément qui sont à l'arrêt. Donc voilà, pour voir pour chacune et chacun d'entre vous comment ça s'est passé concrètement. Et donc, le critère que j'ai choisi pour commencer, c'est l'ordre alphabétique du prénom. Et c'est Aliénor qui a devancé Aude. Et donc, Aliénor Carrière, salut. Salut. Le mieux, en fait, c'est que je te laisse du coup nous dire un peu qui t'es. Alors, toi, tu es plutôt dans la télé. On va remettre le lien vers l'épisode d'Aparté de l'année dernière où tu nous racontais notamment ce que tu fais pour Arte, parce que tu fais pas mal de choses sur Arte, notamment une émission. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était que tu l'avais proposé sous forme de GIF un directeur des programmes. Donc, voilà, raconte-nous un peu où tu en es et très concrètement ces dernières semaines. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis journaliste pigiste, volontairement. Je précise toujours pour tous les jeunes qui pourraient vouloir devenir journalistes et qui se disent pas que
la pige, c'est chouette. Donc moi, je travaille principalement pour le journal télé d'Arte et je produis aussi, je m'occupe de certaines émissions web et ce dont j'avais parlé, donc du coup avec Jean-Baptiste et Élise lors du podcast. Alors depuis le confinement, on va dire que ça c'est un peu, ça a carrément ralenti, en tout cas pour tout ce qui est émissions web. Disons que le journal a été la priorité de l'antenne où je travaille, parce que le journal télé c'est l'image en fait de l'info sur Arte, donc forcément on s'est retrouvé avec pas mal de difficultés puisque le siège du journal est basé à Strasbourg et Strasbourg est le cœur de l'épidémie. Donc on s'est retrouvé avec énormément de gens malades en fait dans nos équipes. Ça a été très compliqué en interne à gérer. Il y a eu des sortes de roulements en fait entre les gens, entre les équipes. Et ils ont mis à contribution les bureaux, donc les bureaux à Paris, à Berlin et à Bruxelles pour pouvoir animer le journal télé qui était donc du coup, je ne sais pas si vous avez regardé Arte à ces moments-là, mais dans une version réduite et pas en plateau, donc pas dans le plateau traditionnel, un truc un peu fabriqué, fait maison. Donc je vous racontais tout à l'heure que certains mix étaient réalisés sur iPhone, ce qui donne un effet un peu, un effet vocal un peu bizarre, en tout cas très caverneux, donc qui peut expliquer que certains speaks, en tout cas à la télé, n'étaient pas forcément très audibles. Donc toute la rédac a dû se réinventer. Moi, je suis arrivée là-dedans parce que je suis arrivée en renfort au bureau de Paris. Et donc en fait, on n'était que 2 dans les locaux. On travaille toujours avec les mêmes personnes, etc. Donc c'est un climat, on va dire, de travail très bizarre. Ils nous payent les taxis pour qu'on se déplace. Je trouve ça incroyable. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Donc du coup, on est dans une sorte où on doit tout faire par téléphone. Donc on téléphone à tous nos collègues, etc. Sur leur téléphone portable parce qu'ils sont tous à la maison. On doit travailler via des outils à distance qui n'avaient jamais fonctionné avant, qui là fonctionnent, genre le bureau à distance, c'est incroyable. Enfin, moi, ça m'a fait pas mal rire parce que jusque-là, j'avoue qu'il était très compliqué de faire une interview par Skype. Et c'était quelque chose qui était vraiment techniquement... on n'y arrivait pas, quoi. Et là, waouh, on a pu mettre en place plein d'interviews par Skype. Donc, du coup, c'est devenu un outil qui a pu révolutionner les interviews à la télé. Ce qui me fait rire, évidemment, je suis ironique parce que ça nous paraît tous évident, mais c'est juste des outils qui n'arrivaient pas à percer jusque-là. Donc maintenant, vous avez même sur France 2, parce que chez nous, on ne le fait pas encore, mais des fonds flous, vous voyez, quand vous faites les interviews sur Skype. Et même des petits recs et tout, enfin, c'est un peu too much hein, parfois. Ils essaient de mettre en place des jolies interviews Skype, même si le son est un peu pourri. Donc nous, on se rend compte que c'est surtout la connexion de nos interlocuteurs qui est souvent pourrie, qui fait qu'on a des flous, des moments... Enfin, on doit décaler parfois de 16 images nos interviews pour que ça colle. Enfin bref, donc on se retrouve à plein de galères techniques et c'est super intéressant. Voilà, donc du coup, j'ai surtout bossé sur des sujets Covid, mais déclinés à l'international. Donc c'était vraiment intéressant. On a réussi à avoir beaucoup d'experts et surtout d'expertes en fait au téléphone. Moi, c'était un peu mon cheval de bataille parce que je milite aussi au sein d'une asso qui s'appelle Prenons la Une. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les femmes ces derniers temps dans les interviews télé, dans les plateaux, même pour parler de féminisme sur CNews, elles disparaissent en fait. Elles disparaissent parce qu'en temps de crise sanitaire, en fait, on s'en fout des réflexes qu'on a acquis ces derniers temps et donc au fur et à mesure, on oublie qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait une sorte de parité dans l'invitation qu'on a aux expertes. Et moi, la grosse difficulté que j'ai rencontrée, comme d'habitude, c'est convaincre les expertes, parce qu'évidemment, c'est toujours leur chef qui est plus légitime qu'elle, etc. Donc, c'est vraiment un travail de fond qu'il faut continuer encore plus en ce moment qu'à d'autres moments, parce que juste on est en période de crise sanitaire et qui est-ce qu'on interviewe ? Des médecins. Statistiquement, les médecins, enfin les personnes qui sont professeurs de médecine aujourd'hui, sont des hommes parce qu'il faut avoir fait 8 années d'études, plus encore, plus passer une année à l'étranger, plus publier plein de papiers. Bref, il ne faut pas avoir de vie sociale quoi, et pas de vie familiale non plus. Donc statistiquement, c'est plus des hommes. Économiquement, c'est plus quand on appelle des économistes, c'est forcément les hommes qui répondent plus vite que les femmes. Aussi parce que peut-être qu'ils sont plus connectés, je ne sais pas, j'essaie de comprendre en même temps que vous, mais si vous avez des pistes, ça m'intéresse. Et donc, du coup, je me suis retrouvée comme ça à essayer de galérer, essayer de renouveler un annuaire aussi interne pour pouvoir faire en sorte qu'on n'ait pas que des hommes sur Skype, alors que les thématiques du Covid sont quand même fortement, même la parole médiatique est fortement masculine.
Donc voilà, qu'est-ce que je veux Cool. dire? Ah oui, on a aussi repéré qu'il y avait eu en fin de course 13 expertes et 15 experts qui avaient été interviewés sur Arte. Donc on approche de la parité, mais on parle là que des interviews Skype et pas de la parole analysée. Enfin, je veux dire, si on faisait une vraie étude sur le journal d'Arte, je pense pas qu'on serait vraiment les meilleurs. Et je trouve que ça manque justement d'études où on compte vraiment qui parle et pourquoi et comment dans chaque journal télé. Voilà. Bah, écoute, je pense qu'on va poursuivre la discussion sur ce thème-là dans la deuxième partie, parce qu'effectivement, il y a d'autres d'entre vous, à mon avis, qui ont. Et je sais que Marc, notamment sur, voilà, vous avez abordé le sujet. Nous, on s'est posé la question pour aparté, et alors pour le coup, tout en restant hyper attentif sur le sujet, il s'est passé un truc hyper bizarre. Nous, c'est que effectivement, on s'est retrouvé que avec des hommes ces 3-4 derniers numéros, mais pourtant en cherchant enfin en ayant conscience et en faisant le travail, parce que j'ai l'impression que le biais, c'est qu'on a voulu interviewer des responsables d'innovation, du coup, qui sont aux manettes dans les médias en ce moment. Et ben voilà. Du coup, ça s'est trouvé être des hommes. Et donc, du coup, voilà, c'est compliqué. Mais donc, effectivement, c'est un vrai sujet. Donc, je Et propose qu'on en parle. Ouais, vas-y, ouais. si je peux réagir à la conversation de groupe, effectivement, le site des experts est très bien, mais en fait, les mots-clés ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que si vous allez dans la barre recherche du site, bah, vous n'allez pas tomber sur ce qu'il faut. Enfin, vous allez tomber sur une recherche vachement limitée. Donc moi, je vous encourage à faire un Google Dorking to Bet et en mettant le nom de la personne qui vous intéresse, mais en passant par Google. Donc, ça donne un site de .expert.fr et là, vous mettez votre nom, en fait. Enfin, le nom de la personne que vous cherchez. Comme ça, vous aurez enfin, c'est plus efficace que le site interne, puisqu'en fait, l'agenda des experts n'est pas renouvelé et il n'est pas refinancé. Donc, actuellement, il y a une mission d'information de Marlène Schiappa qui a commandé à Céline ou Cécile Calvez une sorte de mission d'information parce que justement, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'experts dans les médias. Et donc, ils ont, enfin, nous, en tant qu'association, on leur a aussi demandé est-ce qu'ils refinancent les experts qui, en fait, pas encore assez fournis et pas encore assez précis, quoi. Ok, ah ouais, c'est super intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait ce problème de moteur de recherche, effectivement. Eh bien, on va donc à tout à l'heure pour poursuivre la discussion sur le sujet. Aude Favre, salut. Hop, je remets mon Ouais. petit micro. Ouais, salut, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Bah, écoute, c'est cool que tu sois là. Et donc, bah, toi, j'ai l'impression que tu as pas mal bossé sur ta chaîne YouTube ces dernières semaines, mais j'ai l'impression en particulier que tu as. Alors, je ne sais pas si tu as fait que ça, mais en tout cas, j'ai vu que tu avais fait un format un peu particulier d'académie, enfin, en gros, de live un peu comme ça. En fait, Hein. c'est toi face au reste du monde. Enfin, tu peux nous. Je sais pas, explique-nous un peu ça et puis explique-nous aussi si tu as fait En peut-être. fait, donc moi, j'ai créé il y a quelques années la chaîne qui s'appelle What the Fake, qui démarrait d'une colère que j'avais contre les fake news et surtout d'un principe assez simple, c'est-à-dire qu'en tant que journaliste, j'arrivais à déceler assez rapidement quand même tout ce qui sentait extrêmement mauvais sur le web et je m'apercevais que c'était absolument pas le cas des gens autour de moi et donc j'avais envie juste de mettre un peu mon savoir-faire, tout simplement, voilà, le partager aux gens et donc je fais des enquêtes sur cette chaîne, sur les fake news et j'interpelle derrière en fait souvent les personnes qui propagent les fake news, ce qui donne lieu des fois à des situations un peu cocasses et qui moi m'amuse un peu. Bref, et c'est vrai que avec par les événements du coup qui se sont déroulés, je me suis retrouvée un peu dépassée par cette espèce de flow de fake news où tout le monde venait vers moi avec son Madame, j'ai vu ci, Madame, j'ai vu ça, etc., etc. Il faut agir, ce qu'on fait, machin. Et en fait, franchement, enfin, ça m'a plongée dans une profonde. Je ne savais pas quoi faire. J'étais un peu paralysée, on va dire, les premiers jours, parce que c'était trop à un moment donné et je me voyais pas. En plus, ici, j'ai pas beaucoup de moyens parce que je ne suis pas confinée à Paris, donc bref, compliqué et en même temps une grande attente de la part des gens. Et en fait, à un moment donné, j'ai vu la lumière et j'ai dit, mais est-ce qu'il ne serait pas temps de faire un truc que j'avais en tête de faire depuis un bout de temps? C'était en fait des debunks, donc des debunks, des enquêtes en vrai, hein, donc, des enquêtes collectives avec les gens en direct. Parce que j'ai cette demande, mais qui est de ma communauté, mais je pense qui en fait émane de plein de gens, qui est mais on a envie de comprendre mieux encore comment on travaille. J'essaie d'être
de montrer le plus possible dans mes vidéos comment je travaille, les coups de fil que je passe, etc. etc. Mais c'est vrai que vraiment, toute la galère de l'enquête, les gens ne la voient pas vraiment. Ça reste toujours enfoui, alors que c'est des aventures en soi, quoi. Je veux dire, des fois, je trouve très souvent avec des collègues journalistes, on s'est dit, mais ce serait presque plus marrant et peut-être ça ferait plus de vues de montrer tout ce qu'on a vécu pendant l'enquête et toutes les prises de tête qu'on a eues. L'enquête en soi, le produit fini, quoi. Bref. Et du coup, oui, un peu comme ça, aussi parce que j'ai pas beaucoup de moyens ici, donc, et j'ai pas la fibre, donc c'est une cata. Donc en fait, le seul truc qui peut marcher, c'est de faire des lives. J'ai lancé des What the Fake Academy qui sont en fait tout simplement, on prend une info sur lesquelles les gens doutent. Et puis on la fact-check, quoi. Je trouve pas trop de mots français pour ça, mais enfin on la fact-check en direct, et puis je donne aux gens les petites voix. On a créé un Discord aussi, j'étais jamais allée sur cette plateforme-là, Discord. Il y a beaucoup de gens, je sais pas si vous y êtes là, mais il y a beaucoup de gens qui ces derniers temps voulaient, même quand je leur pour des enquêtes et tout, on se parle sur Discord. J'étais là, mais c'est quoi ce truc Discord? Pourquoi tout le monde et en fait, on est bientôt 200 sur le Discord, plein de gens, donc des apprentis journalistes, quoi, qui sont motivés. Il y a le salon où on discute de l'enquête numéro 1, le salon où on discute de l'enquête numéro 2. On a réussi à faire sauter un article en particulier complotiste, donc ça, j'étais assez contente. Et puis, on a un truc intéressant aussi qu'on fait, que je n'avais pas du tout prévu, c'est qu'on fait bouger un peu les lignes de Wikipédia. Parce que pour faire des enquêtes, alors je ne sais pas quel est le réflexe ici des uns des autres, mais on va, moi je vais très, très, très souvent, surtout sur des sombres trucs un peu complotistes et tout, tu atterris rapidement sur Wikipédia de toute façon de base. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu quelque chose que je n'avais pas soupçonné moi, enfin que je n'avais jamais vu en fait, vraiment, c'était les quelques failles qu'il peut y avoir dans Wikipédia, des choses qui ne sont pas bien sourcées, du coup on ne comprend pas pourquoi il y a écrit ça. On peut, avec les infos, donc on est 150, on trouve, chacun bosse dans son coin et tout, on trouve des milliards d'infos, et du coup il y a des gens qui intègrent ça dans des articles Wikipédia avec les sources, les machins, donc ça je trouve ça vraiment cool. Et puis donc l'idée après c'est que je ramasse ça, je sais pas combien de temps ça va durer là, moi je peux pas rentrer encore là en l'occurrence, ça d'ailleurs, et puis l'idée après c'est de sortir de ça des enquêtes collaboratives, de toutes nos recherches, etc., etc. Voilà en gros ce que je fais. Enfin, l'idée est venue et moi ça me motive bien et j'ai envie en fait, j'ai envie de continuer dans ce sens-là en fait. Voilà. Ouais, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Je ne sais pas si tu avais eu l'occasion d'écouter. Je conseille. On avait reçu un gars super étonnant à l'automne, un mec qui s'appelle PPC. Alors lui, pas du tout journaliste pour le coup. Quand je disais qu'on élargissait les horizons, son vrai métier, il est digital évangéliste dans une grande banque. Donc voilà. Et sauf qu'en fait, ce mec est un méga fan des médias et par ailleurs un geek absolu. Et lui, il a commencé à explorer comment on peut faire des podcasts live sur Twitter. Donc, son truc est un peu... Oui. Ouais. Et en fait, surtout, il arrive à faire une émission par jour où c'est la communauté qui enquête pendant la journée, qui fait tout le travail d'aller chercher les ressources et les documents, etc. Et ensuite, il les débriefe le lendemain. Enfin, je trouve qu'en termes comment dire, de construction collaborative, son truc est quand même vraiment hyper étonnant, quoi. Donc, et puis, ouais, voilà. Mais moi-même, j'apprends des choses. J'ai des chercheurs du coup qui se prennent au jeu, qui m'expliquent Ouais. non, il faut que tu écrives telle ressource, va pas sur Google Scholar pour celle-là, va plutôt sur PubMed, ceci, des choses que moi-même j'apprends. Donc c'est vraiment une super force en fait d'avoir une telle diversité de profils et des gens hyper motivés qui trouvent des choses. Enfin, c'est un drôle d'exercice. Après, ça donne beaucoup de boulot. J'y reçois plein de contributions et tout, donc c'est vraiment, ça me prend en fait plus de temps que ce que j'avais imaginé. Mais c'est cool et c'est un côté participatif qui, moi, ça m'éclate, quoi. Ça m'éclate. Bon, bah écoute, super. Et ben, de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de fake news. J'ai pas l'impression que tu as parlé beaucoup de chloroquine, non? Oh, en fait, les gens viennent tout le temps me voir avec un peu le truc de l'actu. Enfin, comment dire? En fait, je sais pas comment expliquer. Moi, je m'intéresse à ceux qui ne va pas être débunkés dans les 48 heures, quoi. Enfin, débunkés, entre guillemets, c'est-à-dire que la chloroquine, quand c'est venu, c'est sûr que
dans la semaine, il y avait 49 articles, tous intéressants, qui expliquaient pourquoi, ce que ça valait ou pas, nanana. Et c'est vrai que moi, j'avoue que ce que j'aime bien, c'est aller vraiment fouiller dans le tréfonds du web. Des fois, tu tapes, tu vois, des vidéos qui tapent presque le million de vues et que personne n'a débunké parce que c'est un peu hors des radars des médias un peu mainstream entre guillemets. Enfin bref, c'est pas, et c'est ça que j'aime, c'est plus ça que j'aime faire, parce que quelque part déjà c'est des terrains un peu inconnus. Enfin, je veux dire, il y a l'excitation un petit peu d'aller sur un truc qui est pas, voilà, chloroquine, ça fait refait, etc. Et puis il y a de l'impact. Effectivement, on trouve, moi j'hallucine tous les jours de ce que je peux trouver comme chose hallucinante sur, notamment, c'est là que j'aime bien aller ces temps, ouais, des vidéos, on n'a pas idée de ce qui circule et qui est extrêmement puissant en fait, qui fait énormément de vues, qui est recommandé, surrecommandé, etc. Et je ne trouve pas grand monde pour aller sur ce terrain-là. Ce qui n'est pas une critique, c'est qu'à un moment donné, on a des ressources. Enfin, c'est comme ça que je me suis dit, tiens, moi je vais aller là-dessus. Voilà. Donc en fait, on fouille le web à la recherche des trucs très, très vus et sur lesquels personne n'est passé, enfin, ou peu de gens, et donc on débunk que ça, quoi. Voilà. Ok. Alors, Delphine Taillac et Marine Munier, vous, votre spécialité, c'est plus le journalisme de solution. Et c'est vrai que c'est pareil. Moi, j'ai l'impression que là, ça doit être. Enfin, c'est vraiment. Il y a un bouquin qui est apparu sur le sujet, d'ailleurs, il y a quelques semaines, qui disait voilà, que le journalisme de solution avait un peu le vent en poupe avec la crise. Est-ce que vous l'avez senti dans les rédactions avec lesquelles vous bossez, ou au contraire, dans les rédactions avec lesquelles vous bossiez pas et peut-être qui ont eu envie de découvrir ça? Qu'est-ce que vous avez vu et expérimenté ces dernières semaines? Je vous laisse toutes les deux. J'imagine que vous avez l'habitude de faire un duo. Alors bonjour tout le monde, donc moi je suis Marine Munier, avec Delphine Taillac on a cofondé le collectif Antidote, juste pour replacer, on est donc des journalistes pigistes aussi par choix, et en fait on est spécialisé dans le journalisme de solution, donc du journalisme constructif, pas positif, à ne pas confondre. Et alors du coup en ce moment en fait nous on s'est retrouvés un peu face à des difficultés quand la crise sanitaire est arrivée, parce que on s'est dit comment avoir des preuves, des solutions et des initiatives qui sont mises en place pendant cette crise sanitaire. Tout est à chaud en fait, et nous on n'a pas l'habitude de travailler à chaud, on a l'habitude de justement pour documenter les solutions, pour prouver qu'elles ont une efficacité, et ben on doit avoir du recul, et voilà. En ce moment ça c'est difficile, donc c'est un des défis du confinement. On a réussi finalement, à force de réflexion, à trouver des solutions, en se disant que on dit clairement, on est transparent quand les solutions n'ont pas encore totalement eu des résultats clairs, ou sinon on se base sur des solutions qui étaient mises en place avant le confinement et qui ont pris une plus grande ampleur pendant le confinement. Oui, pour répondre à ta question, en fait, je suis partie sur le confinement, mais pour répondre à ta question plus clairement, on travaille sur 2 enquêtes pour Médiacité en ce moment. Une sur comment transmettre les consignes sanitaires aux personnes marginalisées. Donc nous, on a choisi, parce qu'il faut choisir un public. Donc pour les personnes, on a choisi de parler des personnes SDF, des personnes dans les squats et dans les bidonvilles à Toulouse. Et donc, comment des associations vont sur le terrain transmettre à des personnes qui ne parlent pas forcément la langue, qui n'ont pas forcément de notion du danger, qui sont complètement coupées de l'actualité. Comment ces associations travaillent à faire mettre en place en fait, les gestes barrières. En fait. Il y a un réel enjeu, et voilà comment ça se passe à Toulouse par rapport aussi il y a toujours une notion d'institution, comme on l'est aussi les institutions, la mairie, la préfecture. Comment est-ce qu'ils agissent là-dessus? Est-ce que ce qu'ils font est bien ou pas? Et voilà, il faut faire un état des lieux là-dessus. Et on a une deuxième enquête sur l'éducation. Je laisse Delphine raconter. Bonjour à tous. Oui, du coup, on travaille aussi sur une seconde enquête. Ça, c'est des enquêtes pour Médiacité, aussi Solutions. Et on est allé voir un peu, en fait, rapidement, le ministère de l'Éducation a évoqué un nombre assez important de décrocheurs. On s'est bien rendu compte que la continuité pédagogique, c'était compliqué pour des problèmes d'équipement des élèves, parce que dans les familles, c'est pas toujours possible d'accompagner les enfants, etc. Et on s'est du coup aussi posé cette question
question de qui agit pendant cette période pour éviter que des enfants décrochent totalement, en fait, disparaissent des radars. Et du coup, voilà, là, on a voulu aller chercher des solutions donc on s'est appuyé en fait sur des choses qui existent. On se rend compte en faisant de la solution que finalement les solutions se redéploient avec le confinement, elles se redéploient autrement. C'est des gens qui agissaient déjà, qui continuent d'agir, mais qui changent un peu leur fusil d'épaule. Et du coup, on raconte tout ça. L'idée, c'est vraiment de voir ce qui est en train de s'inventer là. Il y a des nouveaux ponts entre assos, entre acteurs qui sont en train de se créer en ce moment. Et c'est très intéressant parce que nous, cette période, ça nous permet de suivre ça. Voilà, des nouvelles choses qui émergent et des nouvelles coordinations qui naissent. Et l'idée, c'est de voir un petit peu tout ça. Et pour ces enquêtes-là, elles s'inscrivent dans le cadre d'une bourse du Solution Journalism Network qui décide de promouvoir en fait, le journalisme de solution en cette période particulière de crise sanitaire. Et du coup, Médiacité a décroché cette bourse. C'est le seul média français qui l'a décroché pour déclencher des enquêtes de solution spécialement pour cette période. Du coup, ça nous permet d'avoir l'attention encore plus que d'habitude sur nos enquêtes de solutions. Et voilà, pour nous, c'est intéressant. Du coup, et sur l'aspect est-ce que le journalisme de solution a le vent en poupe, en fait, par rapport à ça, cette période nous a permis de voir un petit peu quelles étaient les attentes des lecteurs vis-à-vis de ça. Nous, on le voit un peu sur nos réseaux sociaux, à notre échelle modeste, hein, parce qu'on n'est pas... Voilà. Mais en tout cas, on a pas mal de retours en fait, sur les articles qu'on relaie de solutions. On a eu carrément des messages de gens qui nous disent ça fait du bien de lire des infos moins anxiogènes. Voilà, donc nous, on sent plus de retours que d'habitude de la part des lecteurs, donc c'est intéressant. Et il y a aussi Médiacité qui a fait un sondage auprès de ses lecteurs sur ce qu'ils avaient envie de lire maintenant. C'était peut-être 2 semaines, plusieurs semaines après le début du confinement, qu'est-ce qu'ils avaient envie de lire en termes d'articles, d'enquêtes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, sur 150 personnes qui ont répondu, il y a 64% des lecteurs qui ont dit qu'ils avaient envie de lire des enquêtes de solutions locales. Et du coup, c'est très intéressant. Et nous, ça confirme quelque chose auquel on croit beaucoup, que c'est nécessaire d'enquêter localement et d'enquêter en solution de façon sérieuse, etc. Et voilà, c'est venu confirmer quelque chose. Nous, ça nous motive beaucoup. Voilà. Écoute, effectivement, ouais, Luigi, mais vous n'avez pas eu l'occasion de bosser avec d'autres rédacs là, ou qui vous ont contacté, ou ça viendra peut-être plus tard vous êtes pour tester ce feeling un petit peu Là, c'est 2 enquêtes qui nous prennent pas mal de temps, mais ouais, on espère pouvoir continuer ça pour d'autres rédacs. Ok, super. On pourra poursuivre en deuxième partie. Du coup, c'est à Marc maintenant. Bonjour. Salut Marc. Alors, tu pourras mettre les liens vers les vidéos que vous avez faites, mais vous, donc, avec Et tout le monde s'en fout, vous avez créé Et tout le monde s'enferme, si j'ai bien compris. Exactement. Le confinement, en fait, il est arrivé pour nous à une période assez particulière parce que on était à la fin de notre saison 3 et on avait prévu de faire une pause pendant un mois et demi. Et du coup, on n'a pas du tout pu faire la pause et malgré le contexte de confinement, on a redoublé de boulot un peu dans tous les sens parce que le premier constat qu'on a fait, c'est que évidemment il y avait un public qui était très demandeur, qui était très présent en nombre, une grosse anxiété, plein de réponses auxquelles il fallait essayer de pourvoir. Donc on a changé notre format et tout le monde s'en fout. C'est pas une série qui traite vraiment d'actualité. Ça parle de sujets qui sont dans l'air du temps et tout le monde s'enferme. En fait, on l'a créé comme un espèce de petite bulle avec une nouvelle temporalité et on traite pour le coup de sujets qui sont dans l'actualité du confinement. Et évidemment, il va s'arrêter à la fin du confinement. Et en tout cas, on a pu relever… D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès ou pas, mais c'est qu'en général, et tout le monde s'en fout, on va dire c'est dans le noir, c'est plutôt dans une ambiance cave. Et là, paradoxalement, alors qu'on est dans une période, on va dire, d'enfermement, il y a de la lumière du jour, quoi.
En fait, très simplement, on a été renvoyé à nos premières amours, c'est-à-dire le do-it-yourself. Tous les programmes qu'on a pu produire durant ce confinement, ils sont faits avec des webcams, téléphones portables, enregistrés avec ce qu'on trouve, des petits enregistreurs numériques et compagnie. Et en fait, tout simplement, si c'est très, très, très lumineux, c'est parce que c'est la lumière naturelle de l'appartement de Axel, le comédien, et qu'on n'a pas les moyens d'avoir un chef-op pendant le confinement et de faire un vrai tournage. Donc, voilà, ça apparaît, on va dire, dans la crudité des moyens du bord. Mais on a de la chance parce que, et tout le monde s'en fout, est une série qui prend ces codes visuels-là depuis le début. Et donc, en fait, ça nous fait revenir un peu voilà, à l'origine, quoi. Mais on n'a pas fait que ce programme-là, on a fait pas mal d'autres choses. On a aussi lancé un Discord comme Aude, donc on n'avait jamais fait ça avant. Et le Discord marche très très bien, on a 4200 personnes, nous, dessus. Et donc, c'est assez incroyable. On a essayé de créer comme ça une chaîne de solidarité, de cocooning, de soutien entre les abonnés, l'équipe, essayer de faire passer les bonnes énergies, tout ça. Et du coup, bah, ça marche très très bien. Et on a même pu remarquer que pas mal d'abonnés prennent les choses en main quoi, par eux-mêmes et commencent à produire des contenus, font des lectures, proposent de discuter de certaines infos. Enfin, c'est vraiment hyper vivant et c'est très, très agréable, quoi. Et puis enfin, nous, on a eu de l'autre côté une sorte de tuile un petit peu. C'est qu'on a lancé une campagne de crowdfunding pour essayer de se financer pour la saison 4. Et on l'a lancée en fait à la fin du mois de février. Alors heureusement pour nous, elle a démarré très très fort, ce qui a permis de faire le gros de notre score au début. Mais on a eu très peur en fait que le confinement mette un coup d'arrêt complet à ça. Sachant que par ailleurs, bah, comme pour beaucoup d'entreprises, hein, une chaîne YouTube, c'est une PME ou une TPE. Et du coup, bah, ce confinement et cet arrêt de l'économie, il a un gros impact. Pour nous, par exemple, on a des dizaines et des dizaines de dates de spectacles qui sont annulées. On a tout un tas d'activités qui fonctionnaient autour de la chaîne, comme organisation de débats, intervention en milieu scolaire. Ces choses-là, en fait, disparaissent du champ. Et du coup, bah, on a eu peur que le crowdfunding prenne un coup. Et on a beaucoup de chance parce que la communauté a été très présente et a montré un vrai répondant et s'est montrée très heureuse de voir qu'on s'investissait pour essayer d'améliorer leur quotidien, quoi. Ouais, du coup, vous avez terminé sur un chiffre assez canon. Est-ce que, alors bon, voilà, est-ce que c'est plus finalement que ce que vous espériez? Enfin, c'est toujours difficile à savoir hein, quand on parle là-dessus, mais en tout cas, vous avez largement financé la nouvelle saison. Ouais, largement. On va exister au moins pour 2 ans, donc c'est une excellente nouvelle. Et effectivement, on a fait 543% de l'objectif initial. Donc c'est C'est génial. vraiment Ouais, c'est ça très fait. au-dessus de ce que j'aurais cru possible, quoi. Bravo. Bah ouais, ouais, non, c'est super parce qu'effectivement, on voit les chaînes YouTube qui ont du succès et en même temps, c'est des équilibres hyper précaires à trouver pour les faire vivre malgré la communauté, malgré le succès et tout. Donc c'est chouette malgré aussi vous, effectivement, c'est ce que tu mentionnais, toutes les déclinaisons que vous avez entreprises ces dernières années, des spectacles, des livres et tout. Et c'est ouais, ouais, c'est un boulot. Qui du coup là arrive à vivre vraiment par la communauté. En tout cas, cette période un peu particulière, c'est vraiment l'occasion de resserrer les liens, hein. C'est vraiment l'occasion Mm. quand je dis resserrer les liens, c'est avec la communauté, évidemment, Ouais. de se montrer utile pour le quotidien, essayer de choisir bah, des sujets, comme on disait, de solutions, des sujets qui vont parler aux gens. Par exemple, on a fait une émission par Skype sur le couple, où on a fait intervenir un sexologue. On a fait une longue soirée de live aussi, où on a fait intervenir une infirmière qui a pu raconter ses conditions de travail en direct et avoir 15 minutes ininterrompues voilà, pour discuter, ce qui n'arrive pas sur les plateaux télé. Donc voilà, on essaie vraiment de utiliser ce moment pour, à défaut évidemment de mettre de la trésorerie de côté, pour resserrer les liens avec la communauté et se montrer présent. Et évidemment, il y a du répondant, quoi. Ça fait chaud au cœur. Ouais, en effet. Et last but not least, mais Rosen Le Saint, qui est notre finalement peut-être celle qui était la mieux armée
pour cette crise, puisque Rosane, toi, tu es spécialiste des questions de santé depuis longtemps. Il n'y en a pas tant que ça, en fait, dans les rédactions quand même en France. Comment ça s'est passé pour toi, du coup? Bonjour, ben, moi effectivement j'étais loin d'être en chômage partiel, hein. J'ai eu une activité qui a vraiment augmenté encore plus avec la crise. En fait, jusqu'à présent, je suivais le procès du Mediator au tribunal de Paris bah, quasiment tous les jours dernièrement. Et puis ben, le dimanche soir avant le confinement, on a appris que le procès était reporté. Alors il restait plus qu'un mois sur les 7 mois, mais ça va reprendre en juin. Et donc, la rédaction de Mediapart m'a demandé de travailler sur mes sujets, c'est-à-dire la santé et l'influence de l'industrie pharmaceutique notamment. Donc effectivement, j'avais quelques petites clés pour comprendre les enjeux sur une grosse matière qui mélange et les enjeux scientifiques, économiques, etc. Donc pour moi, c'était intéressant parce que j'arrivais avec une sorte de petit contexte derrière moi qui me permettait voilà, de décrypter un petit peu les enjeux. Et puis, en revanche, ce que j'avais du mal à gérer au début, c'était le fait que ma matière, entre guillemets, soit vraiment au cœur de l'actualité. Je n'avais pas l'habitude que ce soit à ce point-là. Ce qui fait qu'au tout début, je n'arrivais pas à m'arrêter parce que dès que je travaillais sur un sujet et que je voyais qu'il y avait un article qui s'y rapprochait vaguement, qui sortait sur un autre site, je devenais folle, je me redépêchais, etc. Puis au bout d'un moment, je me suis calmée. Et d'ailleurs, mon chef me l'a dit à Mediapart, il m'a dit « Mais t'inquiète pas, à Mediapart, on n'est pas toujours les premiers, mais on essaie de faire des trucs plus fouillés. Donc, calme-toi. » Et effectivement, il avait raison. Je me suis détendue. Là, j'ai commencé à prendre des petites pauses et à me poser un petit peu plus. Et donc, voilà, on a travaillé sur plusieurs sujets, notamment sur les pénuries de médicaments vitaux pour soigner les patients Covid-19. Ça, c'est une thématique, les pénuries de médicaments, que je suis beaucoup depuis plusieurs mois. Donc, en fait, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau, mais qui est vraiment mis en lumière par la crise et on s'en rencontre encore plus. Donc, de la dépendance notamment qu'on a vis-à-vis des pays asiatiques qui fabriquent les matières premières des médicaments. Là, on s'en est rendu compte encore plus puisque d'une part, la Chine a été frappée avant nous, donc les chaînes de production des usines ont été mises à l'arrêt, ce qui a eu une incidence directe sur la production des médicaments. Et puis, la demande mondiale a augmenté considérablement et en Europe, quand on en a eu besoin, il y avait déjà une partie du monde qui avait déjà fait flamber la demande. Donc, j'ai travaillé là-dessus. J'ai travaillé sur également les liens d'intérêt des membres des conseils scientifiques qui conseillent le gouvernement. Donc, on avait fait une petite émission aparté sur un outil que j'utilise beaucoup, qui est Eurosfordocs, qui répertorie tous les liens d'intérêt qui sont déclarés par l'industrie pharmaceutique des professionnels de santé. Donc, j'avais réalisé une série d'enquêtes, les Pharma Papers, pour le site Basta, qui reprenait toutes les sphères d'influence en fait, de l'industrie pharmaceutique. Et là, évidemment, les premiers réflexes, ça a été de regarder parmi toutes les personnes dont on parle beaucoup dans les médias, si elles aussi avaient des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique et si ça pouvait influencer leurs décisions par rapport aux fabricants de tests de dépistage, de vaccins, etc. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste, toi aussi, tu as eu le réflexe d'aller regarder pour Didier Raoult. C'est un beau réflexe, j'étais contente. Je me suis dit que ça dépassait le cercle des initiés, donc tant mieux. Et voilà, ça nous a permis d'avoir l'outil déjà opérationnel et que je connaissais bien, et ensuite de travailler en binôme avec un autre journaliste de Mediapart pour en décerner les enjeux. Et pour moi, cette période, elle était intéressante aussi parce que c'est vrai que les pigistes, on a l'habitude de travailler un petit peu dans notre coin. Et j'échangeais principalement avec le responsable du service enquête de Mediapart. Et là, bizarrement, avec le confinement, j'ai beaucoup plus travaillé en collectif. Finalement, j'ai fait plusieurs articles en binôme. Demain, j'ai une conférence de rédaction virtuelle, alors que d'habitude, je ne participe pas aux conférences de rédaction. Et ça m'a apporté le petit côté qui peut quand même manquer, même quand on est content d'être pigiste, c'est la réflexion collective sur des sujets, l'apport des uns et des autres qui rend l'enquête et le projet d'enquête meilleur, en fait. Donc, ça, c'est vraiment un côté sympa que j'ai eu bizarrement avec le confinement, c'est de connaître beaucoup mieux les journalistes de Mediapart et de pouvoir travailler collectivement. Voilà. Et tu as l'impression que ça va durer finalement, alors que ce soit à Mediapart ou ailleurs, mais tu vois, dans les rédactions, il y a généralement des spécialistes de sujets économiques, de sujets sportifs, assez rarement quand même de sujets médicaux.
Est-ce que tu penses que là, vu l'ampleur de la crise, c'est un besoin qui va naître dans les médias, les rédactions qui va Mais je me demande parce que finalement, là, il y a aussi des journalistes qui n'étaient pas spécialisés en santé qui, évidemment, s'y sont mis par la force des choses et qui, mine de rien, ont commencé à accumuler pas mal de compétences. Donc, soit ça va créer des vocations en interne et les journalistes vont se pencher un petit peu plus sur la santé, soit effectivement, ça va donner leur chance à des pigistes qui étaient spécialisés en santé et qui étaient un peu dans l'angle mort parfois des sujets principalement traités dicté par l'actu. Et là, effectivement, je pense que les rédactions se sont rendues compte que c'était hyper important d'avoir des gens spécialisés en santé. C'est un peu la matière embêtante de premier abord, à laquelle on n'a pas envie peut-être de consacrer trop d'espace. Et puis finalement, l'enjeu est tellement énorme et mis en lumière là par la crise sanitaire qu'on ne va pas pouvoir faire autrement. Ouais. Mais c'est vrai que je voyais un article d'un journaliste américain qui est médecin à l'origine et qui disait: je plains les journalistes qui doivent se taper des rapports médicaux ou pharmaceutiques en ce moment et qui n'y comprennent rien. Est-ce que tu as l'impression que les médias ont réussi à avoir le niveau suffisant sur le traitement de ce type d'actualité? Oui, parce qu'en fait, il y a quand même rarement des journalistes qui ont aussi une formation médicale à la base. Donc moi, quand j'interviewe un médecin, un biologiste, je commence par dire, alors moi, j'ai aucune formation médicale ni biologiste, va falloir m'expliquer très simplement. Et à la limite, ça, c'est pas très grave parce que je me dis juste que si moi, je comprends pas, les gens ne comprennent pas. Donc heureusement que je pose les questions pour pouvoir, moi, les digérer et les recracher de manière compréhensible. Ça, c'est peut-être pas le plus grave tant qu'on réussit à trouver les bons interlocuteurs, quoi. Le risque avec l'actualité et vraiment l'envie de se dépêcher, c'est d'interviewer toujours les mêmes parce qu'on l'a dans le répertoire, que c'est facile, etc. Et c'est pas forcément les meilleurs sur tous les sujets. Voilà, faut juste, c'est un peu comme pour tous les sujets, hein, essayer de diversifier ses sources pour trouver la plus pertinente à chaque fois, quoi. Ok. Eh bien, écoutez, on peut passer à une partie un peu débat. Et d'ailleurs, peut-être on peut rebondir là-dessus. Je me disais, Marc, toi qui as un gros contenu scientifique, qu'est-ce que tu penses de cette question? C'est-à-dire quelle question C'est-à-dire, exactement? est-ce que, en gros, les médias français ont les ressources pour traiter des actualités scientifiques, médicales pointues? Non, et d'ailleurs, ça se manifeste par une très grande vivacité de la vulgarisation scientifique sur YouTube, hein. C'est-à-dire il y a une forte demande et une très faible capacité en fait, à traiter ce besoin-là. Je crois que je m'étais rapproché du CNRS à un moment quand je bossais dans des pôles vidéo. Et ils ont des statistiques, hein, c'est à peine 2% de ce qui est produit par la recherche scientifique qui arrive à être vulgarisé dans des contenus accessibles à la plupart des gens. Donc on voit qu'il y a un énorme besoin. Et en fait, malheureusement, dans beaucoup de rédactions, les sujets sciences et médecine, effectivement, c'est la troisième roue du carrosse quand il y en a. Je me souviens qu'au Figaro, il y avait un ou deux journalistes spécialisés, et puis il y avait les journalistes environnement qui font un peu tout en même temps. Et clairement, il y a une difficulté à traiter ça correctement et avoir un vrai suivi là-dedans. Après, il y a quelques spécialistes qui sont très très bons et qu'on peut suivre quand on s'intéresse à ces sujets, mais malheureusement, on rentre assez vite dans une niche, quoi. Toi, tu suis qui, par exemple? Wow, comme journaliste scientifique, c'est Ou une YouTube, hein, ou sur YouTube, vraiment, enfin, tu vois, si tu dois aller, toi, parce que toi, tu fais un gros travail de recherche pour chaque sujet, est-ce qu'il y a, tu as des points de J'essaie de référence? regarder vraiment beaucoup. Peut-être Rosen, hein, toi, est-ce que toi, tu as un peu des références en la matière? Je sais que j'écoutais les chroniques de Dominique Dupagne, qui est médecin et qui s'est beaucoup intéressé aux questions de conflit d'intérêts. Après, je trouve qu'au Figaro, justement, ils ont un traitement de qualité, en tout cas de la crise. Là, en ce moment, Le Monde aussi, ils font vraiment des papiers excellents. Et de vulgarisation, d'explication, mais aussi du vrai bon reportage. Typiquement, celui que Florence Aubenas a fait dans les EHPAD, c'est pas du scientifique, mais en tout cas, c'était sur la crise et c'était un des plus pertinents, je trouve, qui est sorti. Voilà, en plus de Mediapart, forcément. Voilà.
Ok, est-ce que vous avez des réactions? Est-ce que vous avez qui veut nous partager, peut-être rebondir? Qu'est-ce qui vous a frappé ou qu'est-ce qui vous... Euh, Moi, si c'est possible, effectivement, j'aurais bien rebondi sur ce qui a été évoqué au tout début par Aliénor sur la question de la visibilité féminine dans les médias. C'est quelque chose de particulièrement frappant en ce moment, effectivement, cette invisibilisation qui se croise avec un moment où apparaît en lumière, effectivement, comment dire, la place très importante que prennent les femmes dans les métiers essentiels qui font tourner cette société. Et c'est d'autant plus paradoxal de voir surtout des experts masculins qui viennent en fait traiter de sujets qui, sur le terrain, sont faits par des équipes de femmes, hein, notamment dans le secteur médical, mais aussi dans l'éducatif, dans tout un tas de domaines, aussi dans le secteur administratif et comptable, hein, toutes les personnes qui nous permettent d'avoir le chômage partiel pour ceux qui l'ont, d'avoir des aides d'urgence, toutes ces choses-là, c'est beaucoup de femmes qui font, en fait, et d'hommes qui parlent, quoi. Et on a été embêtés, nous, parce qu'on aurait bien voulu, on a essayé de travailler là-dessus, hein, de faire parler les comédiennes et compagnie, mais c'est extrêmement compliqué pour l'instant. On va essayer de s'y mettre à partir du 11 mai. Mais en attendant, ce qu'on a fait, c'est des interventions live. C'était quoi le blocage pour vous? En fait, la difficulté, c'est de pouvoir organiser des tournages à distance. On a réussi à dégoter une caméra, mais elle se trouve chez Axel, le comédien, et c'est compliqué de la balader dans tout Paris, chez tous les comédiens. Et dessus, on a fixé une webcam pour que le réalisateur puisse travailler par Skype. Donc, en fait, il suit en direct le tournage, il dirige le comédien par Skype à distance. Et du coup, on a une difficulté de matériel et on ne peut pas mettre les comédiens et comédiennes en danger en les rassemblant dans une petite pièce. Cela dit, on a reçu là, cette semaine, les directives de tournage pour la période qui s'annonce, puisque les tournages vont pouvoir reprendre le 11 mai. Et c'est assez strict, c'est très compliqué. Les comédiens n'ont pas le droit d'être plus de 2 sur le plateau, ils ne peuvent pas se rapprocher de plus d'1 mètre. Et du coup, nous, on essaie de prendre ça comme un jeu un petit peu et de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sortir de ça en termes de fun visuel, parce que ça va être complètement aberrant de toute façon, hein, en termes de réel et d'écriture. Donc voilà, il y a des nouvelles contraintes qui vont peut-être nous permettre de faire de nouvelles choses amusantes. Et juste pour revenir sur ce que je disais, ça fait plaisir d'être dans une émission où on n'est que 2 messieurs et une majorité de créatrices, journalistes, voilà. Ouais, parfois ça arrive. Je peux ajouter un truc. En fait, si on voulait vraiment représenter les femmes à la hauteur de ce qu'elles font en ce moment pendant cette crise, tout simplement, il faudrait compter. Et je pense que rares sont les rédacs qui comptent, à la fois dans les pages, dans les couvertures, etc. Enfin, je sais qu'il y a un effort qui est mis, par exemple, à Challenge. Là, je discutais la dernière fois avec une de tes collègues, Jean-Baptiste, Léa Lejeune, qui est aussi Apprenons la Une, et elle me disait que, par exemple, ils font un classement des startups les plus valorisantes ou valorisées sur le marché en ce moment. Et donc, ils ont calculé qu'il y avait à peu près 17% de femmes créatrices de startups. Du coup, dans leur classement, il y a au moins 17% de femmes à cette hauteur-là, donc dans le classement. Et généralement, il y en a plus. Et donc, en couverture, ils en mettent aussi des femmes. Enfin, ils font attention à ça. Bon, je pense que c'est un épiphénomène, hein, parce que dans la plupart des cas, on ne réfléchit pas comme ça. Mais si toutes vos rédacs, là, de tous les gens qui sont concernés, qui nous écoutent, calculaient en fait la place des femmes et surtout le rôle qu'on attribue aux femmes à chaque fois qu'on leur donne la parole, ce serait franchement terrifiant, parce que généralement, elles sont juste là parce qu'elle passait par là en mode micro-trottoir. mais vraiment, la qualité de l'intervention est finalement souvent celle de la parole masculine, parce qu'en fait, on ne va pas vers les bonnes personnes. Et si on comptait, on saurait. Qu'est-ce qu'il y a comme outil de mesure? La patience. Genre, tu prends ton Non, mais je veux dire, il n'y a jamais eu de projet là, parce que tu vois, les experts, c'est un projet qui
qui peut constituer un outil utile. Est-ce Oui. qu'il n'y aurait pas besoin aussi d'une sorte d'outil là-dessus Alors, l'INA en avait mis en place un. En 2019, en mars 2019, ils ont publié une grosse étude où un algorithme calculait les voix féminines et masculines. Donc ça, c'était dans tous les programmes d'information à la télé, à la radio dans les 10 dernières années. Donc un truc énorme entre 2008 et 2018. Et ils se sont rendus compte que la parole médiatique des femmes représentait 32% des cas. Donc, du coup, à peu près similaire, 32-33% des cas à la télé et à la radio. Et même sur des chaînes comme Chérie FM ou Teva, on n'a encore que 45% de paroles féminines. Lol. C'est vraiment des chiffres qui me font rire parce que je dis, bon là c'est en plus un algorithme quoi, qui a trouvé le chiffre. On pourrait se dire, bon, ok, bon, on ne calcule pas la qualité de l'intervention non plus avec un algorithme, mais ça vous permet de au moins avoir un ordre d'idée de la parole médiatique dans l'audiovisuel, quoi. Ouais. Et En termes C'est une question, d'outils, c'est- je voulais ouais, peut-être dire Rosen, peut-être parce elle va devoir partir, je crois. Sur le domaine de pardon. la santé, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as observé parce que là, on entend beaucoup le monde médical, et le monde médical est effectivement, je ne sais plus qui le soulignait, mais bon, voilà, il y a les chefs hommes et les infirmières en dessous. Est-ce que toi, c'est un sujet de questionnement pour toi? Ouais, j'avais travaillé aussi sur les scandales sanitaires qui touchent bizarrement plus les femmes que les hommes. Donc là, c'était plutôt le côté patiente, mais effectivement, au niveau des interlocuteurs, les chefs de service, etc., sont plus souvent des hommes. Après, moi, j'essaye d'y faire attention et quand j'ai une femme qui est géniale, après, je la lâche plus. Et puis, il y a ce phénomène que tout le monde a dû rencontrer, d'appeler une experte femme et qu'elle vous dise « Ah non, non, mais ce sujet-là, je ne le connais pas trop », alors que les hommes, bon, il n'y a pas de problème, ils vont pouvoir répondre. Et souvent, je leur dis « Non, mais il n'y a pas de souci, on peut quand même échanger un peu et puis on verra ». Et puis, généralement, ce qui en ressort, c'est bien plus pertinent que celui qui touche à tout et qui parle dans tous les médias. Donc, voilà, à nous aussi de ne pas être trop pressé par le temps et d'essayer de dégoter les interlocuteurs qui sont les plus pertinents, même si parfois c'est plus difficile de trouver la perle rare au niveau des femmes parce qu'elles n'ont pas le titre qui va bien, mais parfois c'est pas dramatique si c'est pas la chef de service, mais juste une médecin lambda du service qui va avoir peut-être une approche terrain déjà plus intéressante et puis une analyse aussi peut-être moins formatée, quoi. Ouais, prendre le temps, effectivement. Je me demande s'il n'y a pas une enquête, justement, journalisme de solutions à trouver sur quelles sont les solutions à ce problème. Ouais, bonne idée. Non, mais je sais pas comment ils font dans les autres pays, etc. Enfin, je sais pas, il y a peut-être des trucs à voir. En tout cas, ça m'intéresserait de voir une enquête là. Quelles solutions? Voilà, qu'est-ce qui marche? Parce que c'est vrai que... aux États-Unis, il y a des outils qui ont été mis en place et qui sont intéressants, des bons indicateurs, notamment le test de Bechdel, je crois que ça s'appelle, donc, qui vise à faire des tris en fait, au sein des films et des scripts. Et pareil, ils utilisent aussi des algorithmes pour calculer ça. Et ils vérifient, par exemple, combien de femmes passent à l'écran. Est-ce qu'elles ont plus d'une réplique? Est-ce que cette réplique est adressée à une autre femme ou seulement à un homme? Enfin, il y a tout un tas de paramètres comme ça. On pourrait imaginer une transposition assez simple de ces outils à la plupart des formats audiovisuels qu'on a en France. Après, ça impliquerait de mettre en place une vraie politique volontariste de discrimination positive. Parce qu'à un moment donné aussi, un des principaux outils, je crois, c'est ça. Hein, c'est peut-être mettre en place avec la loi des obligations, peut-être avec le CSA, des choses comme ça, des amendes pour les médias qui ne respectent pas, et pour créer le besoin de faire l'effort. Parce que c'est vrai que c'est un effort, ça a été dit. Mais du coup, si on ne pousse pas les gens, les journalistes à le faire, par la force des choses, on est tous pris dans une routine et un besoin de production qui fait que parfois on n'a pas la possibilité ou le temps de s'y plier. Donc, si jamais les chefs étaient incités avec de la réglementation, ça pourrait fonctionner aussi peut-être. Il Je suis faudrait, désolée, je dois vous laisser. Je vous dis juste merci. J'étais très contente de participer à l'émission et d'échanger avec vous. Et bonne fin d'émission. Au revoir. Bon rendez-vous.
Ce qu'il faudrait, en fait, c'est surtout des bonus au-delà des. Parce qu'en fait, on le voit dans l'audiovisuel et on a participé avec l'association à laquelle je participe, c'est à des tables rondes sur l'audiovisuel, comment faire attention aux experts, etc. Et en gros, si on donne plus des bonus à ceux qui le font, comme à France Télé en ce moment avec les 40%, enfin, ils tendent vers les 40% d'experts. Et encore une fois, ils peuvent que tendre vers, parce que par exemple, quand on fait un sujet sur l'aéronautique ou la voiture, autonome, par exemple, ben, on a du mal à trouver des femmes. Et logique, puisqu'en fait, sociologiquement, il y en a beaucoup moins. Et donc, forcément, on va avoir plus de mal à en trouver. Donc, l'idée, ce serait de tendre vers et de donner des bonus aux médias, mais aussi presse écrite. C'est-à-dire qu'on n'a pas de CSA pour la presse écrite, comme vous le savez. Et donc, du coup, il n'y a pas d'organe qui va protéger ou chercher à les convaincre de se bouger. Enfin, sur ces questions-là, quoi. Il y a ça. Et puis, il y a tous les autres réflexes en termes de... Enfin, vous avez dû le voir, mais tout ce qui est violence conjugale, etc., c'est aussi particulièrement maltraité en ce moment, alors qu'on avait fait vachement de progrès. Donc ça, c'est super frustrant aussi. Ah ouais. Et pour... ouais, pardon, Aude, tu voulais rajouter quelque chose? Non, j'essaye de rechercher un tweet. Il me semblait qu'il était sur Twitter. Ah oui, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne le connais pas du tout très bien, mais je me suis intéressée au personnage rapidement à un moment donné. Et c'est Elliot Lepers, et en fait, ça m'avait très intéressée. Je crois qu'il est voilà, designer, activiste, il a écrit, bon bref. Et en fait, j'avais trouvé ça assez intéressant. Je ne retrouve pas son tweet là, il l'avait épinglé il y a quelques temps, et il disait qu'il ne voulait plus aller sur des plateaux tant qu'il n'y avait pas tant de femmes, etc. Et j'ai trouvé que ça peut être aussi une solution. Enfin, après, ça veut dire qu'il faut que ça rentre dans la tête des hommes. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'effectivement, du coup, s'il y a un certain nombre, ne serait-ce qu'un minimum d'experts qui écoutent beaucoup de plateaux télé et qui se disent et qui disent cela, je pense que ça peut être voilà, à la base d'initiative personnelle toute bête quelque part à faire. Je trouve que ça peut être aussi un moyen de faire avancer les choses. Je sais pas, voilà, j'ai pas la solution encore une fois, mais ça m'avait interpellée, j'avais trouvé ça assez intelligent. Bah, si tu retrouves le tweet ou autre. Oui, je vais le retrouver. Ok, bah comme ça tu peux le mettre en commentaire. Je crois qu'on avait une proposition de réaction. Je crois que c'est Isabelle Gendre qui est là. Alors on peut peut-être activer votre micro. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, je suis Isabelle Gendre, la responsable de l'insertion professionnelle de la Chance. Bon, avec Jean-Baptiste, on se connaît, on s'est rencontrés dans nos locaux. Et je sais qu'au moins trois d'entre vous sont déjà partie prenante à nos côtés. Je vois que sont présentes à cet atelier au moins 4 jeunes étudiantes et futures journalistes, étudiantes. Bon, mais il y en a peut-être d'autres parce que je ne suis à la Chance que depuis 1 an et demi et il y a peut-être d'autres anciens qui sont présents. Alors, moi ce dont je voulais vous parler, c'est d'extraordinaires ressources qu'a été pour la Chance ce confinement. Alors, pourquoi ? Parce que notre association est présente dans 5 villes et nous sommes basés à Paris. Vous pouvez nous rappeler d'ailleurs un peu vos actions exactement parce que oui, alors nos 3 actions. Alors notre action de base, c'est faire préparer à des jeunes boursiers qui feraient d'excellents journalistes le concours des écoles. Donc nous, on apporte une aide en matière de cours. Ce sont des journalistes bénévoles qui donnent les cours. En matière financière, bon, on paye le train, l'hébergement. Éventuellement, on donne un petit coup de pouce aussi quand il n'y a pas assez d'argent pour la vie quotidienne. Bon, on a des sponsors derrière nous, évidemment, ainsi que la région. Enfin, je ne vous fais pas le détail. Bon, voilà. Deuxième action, l'insertion professionnelle. Donc, je suis là devant vous parce qu'on s'est aperçu que c'est bien gentil de faire des études de journalisme, mais après, encore faut-il trouver un emploi. Et surtout se faire un réseau. Et troisième action, l'éducation aux médias. C'est quelque chose qu'on a commencé récemment. Et donc, on intervient maintenant en collège, notamment sur l'éducation aux médias. Alors, nous, ce qu'on a découvert vraiment là, pendant ce confinement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est très compliqué de faire venir des intervenants bénévolement à la Chance, qu'ils soient d'ici ou de là, parce que, bon, bien souvent, les
les gens souhaitent être rémunérés et nous, on ne souhaite pas rémunérer d'intervenants, on n'a pas les moyens. Et également, c'est difficile de réunir, donc par exemple, on a une antenne à Grenoble, comment faire profiter nos étudiants de Grenoble d'un atelier qui se passe à Paris. Nous, on est logés à Bastille, dans le fameux immeuble de l'ascenseur. Et grâce au confinement, si je peux dire, bon, eh bien, le rêve est réalisé, c'est-à-dire que là, on a une dizaine d'ateliers de ce type avec des spécialistes. Et également, tous les directeurs d'école, ou presque, ont accepté de venir s'entretenir avec nous et nos élèves, ce qui a permis un rapprochement humain et également de poser des questions pratiques et puis de s'assurer aussi, se rassurer, puisque cette année, les concours n'ont pas lieu, l'écrit a lieu, c'est sur dossier. Voilà, il n'y a que les euros qui ont lieu par Skype ou par Zoom. Donc, c'est réellement un progrès pour nous et on souhaite, à partir de l'année prochaine, pérenniser ce genre de choses. Alors, moi aussi, la question que je voulais vous poser, ce que je voulais suggérer, c'est si vous connaissez des journalistes ou des spécialistes qui souhaiteraient intervenir à nos côtés sur tel ou tel sujet, bienvenue. Par exemple, là, j'avais l'idée de faire un télé-atelier sur les nouveaux médias comme Brut, Vice, Combini, mais le problème, c'est que j'ai pas de relation. Enfin, si, sur LinkedIn, mais bon, après, c'est mieux quand on a déjà une petite notoriété. C'est le bouche à oreille et ça marche bien et forcément mieux que d'aller taper à la porte de la fiche LinkedIn de personnes qu'on ne connaît absolument pas. Donc voilà, c'était un petit témoignage. Et puis, bon, bien sûr, je vais partager le contenu de cet atelier avec mes collègues. Donc, merci beaucoup. Je vous suggère de laisser votre adresse mail pour tout le monde. Comme ça, si il y a des gens qui ont envie de rentrer en contact avec vous, ça peut créer l'échange. En tout cas, merci pour ce partage. Moi, je voulais, peut-être pour faire un dernier petit tour, bien évidemment, s'il y a des questions ou des réactions, n'hésitez pas. Est-ce que vous croyez, alors parce qu'on parle du monde d'après, est-ce que vous croyez aux médias d'après ? Enfin, en gros, est-ce que, ouais, je vous laisse réagir spontanément, dites-moi. Est-ce qu'on va reprendre tout pareil ou est-ce qu'il y a des petits trucs qui vont changer ? Moi, en tout cas, ce qui me frappe beaucoup, enfin là, c'est ma petite réflexion à moi, c'est quand je vois, alors j'ai plus les chiffres en tête parce que j'ai vraiment une mauvaise mémoire des chiffres, mais à quel point les recettes publicitaires se cassent la gueule. Mais dans tous les sens, enfin, j'ai vu que c'était la guerre, M6, France TV, etc. Bon, bref. Moi, en tout cas, ça me conforte dans l'idée qu'il faut se créer, qu'il faut consolider cette communauté et qu'il faut essayer de créer des médias les plus indépendants de ces revenus publicitaires possibles, au-delà d'ailleurs aussi pour des raisons moi, j'ai jamais là par exemple, mais tout simplement de pas devoir rendre de compte à un annonceur quel qu'il soit, etc., ça se passe pas vraiment de cette manière là. Moi, j'ai jamais vécu, mais en tout cas ça m'a vraiment moi perso à titre personnel, ça m'a interpellée là-dessus. Après, comment faire, c'est là toute la question et c'est un peu toute la difficulté, mais j'ai envie de dire c'est aussi la beauté du challenge. et bon, moi je suis une optimiste, donc je crois toujours qu'on va s'en sortir et que ça va être génial. J'en profite, je sais pas, pour dire, je sais pas s'il y a des gens ici qui connaissent, mais personnellement je fais un mentorat par exemple
à Le Tank Média. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un incubateur de start-up média sur Paris et qui ont en tout cas un discours qui me parle beaucoup, moi, à ce niveau-là, parce qu'ils sont extrêmement, d'ailleurs comme toi, hein, Jean-Baptiste, extrêmement un peu positif, on y croit, il y a plein d'innovations à faire, etc. Et moi, je pense que le journalisme vit effectivement de grandes difficultés, mais que quelque part, il est vraiment... En tout cas, quand je discute avec mes amis, etc., en train de se réinventer, il y a une espèce de créativité qui demande jusqu'à trouver quelque part des canaux, en fait, pour s'exprimer. C'est la difficulté, c'est les diffuseurs, c'est comment... c'est dur de trouver des diffuseurs si tu passes par des canaux traditionnels et que tu veux faire un truc vraiment nouveau, quoi. Donc, mais je pense que moi, je suis assez optimiste pour l'avenir, mais du moment qu'on implique au maximum la communauté et qu'aussi on se rapproche au maximum des gens, quoi, parce que je suis tout le temps catastrophée de voir à quel point il y a une défiance entretenue par un certain nombre de gens, hein, que ça sert évidemment, mais la défiance entre les journalistes et les citoyens, on va dire, pour moi, elle a vraiment pas lieu d'être, quoi. Je veux dire, moi, tous les jours, depuis que je fais ce boulot, je me lève en me disant, je vais rendre service à ma petite échelle, quoi, mais aux gens. Et la plupart tous ceux que je connais, en tout cas comme journalistes, ils sont dans cet esprit-là. Et quand tu vois après... le gap, il y a un problème de communication en fait majeur entre tout simplement les journalistes et les citoyens, et donc je crois aussi beaucoup au côté participatif des choses. Après, comment les explorer, il y a un livre super aussi que je conseille si vous ne l'avez pas lu, qui est de Anne-Sophie Novelle. Ça s'appelle j'ai pas vu le documentaire, mais j'ai lu le livre. Ça s'appelle Le Monde, les médias et moi, ou les médias, le monde et moi. Je ne sais plus dans quel ordre. Non, elle nous a interviewé dedans. Ah oui, ah bah voilà. Ah bah, tu vois, je me rappelle plus. Mais bon, ça fait je sais plus combien de pages. Je l'ai lu là. Mais c'est génial parce qu'il y a vraiment, une espèce de bouffée d'air. Ça m'a donné plein de nouvelles perspectives. Elle parle beaucoup de journalistes de ce monde, de différentes manières de traiter l'actu et tout. Et c'est le genre de choses qui me booste, moi, et qui me donne confiance en l'avenir. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez ici autour, mais c'est vrai que ça implique une grande remise en cause de tout ce qui s'est fait un peu sur plusieurs d'années en arrière, quoi. Pour rebondir sur ce que tu disais, Aude, et sur ta question, Jean-Baptiste, en fait, il y a déjà des médias qui sont retournés ou qui se sont tournés tout court vers le participatif pendant la crise, comme Nice Matin, comme Médiacité. Et en fait, la question, c'est comment est-ce qu'ils vont, pour utiliser une phrase très journalistique, mais transformer l'essai, comment est-ce qu'après, ça va suivre? Mais en tout cas, on voit déjà qu'il y a des choses qui sont mises en place. Je pense notamment parce qu'on s'est tous retrouvés, en tout cas, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais en tout cas, on est nombreux à s'être retrouvés avec cette question de comment traiter cette crise, comment avoir des sujets différents par rapport aux autres rédactions, comment rassurer les lecteurs dans ces moments difficiles, ou les informer tout court sur les gestes barrières, ou sur, voilà. On s'est tous un peu retrouvés, réveillés dans notre métier à un moment au début de cette crise au confinement. En tout cas, moi, je pense on est beaucoup à se poser cette question-là. Et du coup, il y en a qui sont déjà mis en place. Et donc ça, c'est encourageant. À voir si ça perdure après. Donc à voir s'il y a vraiment des médias d'après, comme tu dis, Jean-Baptiste. Mais commencer un petit peu. Il y avait une réaction de Delphine, qui est en train de... Delphine, super journaliste avec qui j'ai travaillé à Châlons. Salut Delphine. Salut Jean-Baptiste. Alors moi, je voulais apporter ma petite touche à la conversation. C'est une manière de répondre à ta question en passant un appel, notamment pour ceux qui sont encore étudiants, qui sont présents aujourd'hui. En fait, on va créer un challenge, et le Euratechnologie, donc qui est l'énorme incubateur de Lille, et l'ESJ, on s'associe pour lancer un incubateur qui va justement promouvoir de nouveaux formats de médias, tout genre de médias. Ça peut être des nouvelles technologies qui aident les médias, ça peut être des applis, c'est dans l'audiovisuel, presse, tout est à inventer en fait. Et donc le projet est en gestation. Il y a quelqu'un qui a été nommé pour chef de projet, et première promo en septembre. Voilà, donc pour ceux qui ont l'âme d'entrepreneur, c'est cool.
J'ai eu l'impression que l'accompagnement était gratuit. Est-ce que je me suis trompée ou... L'accompagnement, attends, pardon, j'ai plus de batterie presque. Oula. Euh, L'accompagnement est gratuit. Il n'y aura pas de participation au capital. On ne prend pas d'equity. Il y aura un système de mentorat à la fois de l'ESJ, de challenge sur une base de volontariat. Voilà, moi je pense que j'en ferai partie, ça m'intéresse. Je trouve ça hyper intéressant de réfléchir au sens de nos métiers en ce moment et à tout ce qui peut nous sortir de l'ornière où se trouve notamment la presse écrite. Voilà. Super, ouais. Cool. On pourra avoir un lien? Ouais. Ah bah oui. Je ne l'ai pas encore. Tu vois, c'est vraiment... on est D'accord. Bon. On n'a même pas le nom. On vient de faire un brainstorming. D'accord. Mais je pourrais peut-être faire passer à Jean-Baptiste qui diffusera à la communauté. Mets ton mail pour ceux qui sont là et qui veulent te... Ouais, je donne mon mail, ça marche. Ouais. Ah oui, la limite, ça roule. Merci. Merci. Bon, est-ce qu'il y a d'autres réactions là-dessus, Aliénor? Ouais, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, sur ta question, les médias de demain, je pense que cette crise nous montre, si jamais on en garde quelque chose, hein, c'est que les médias de demain, ils seront certainement déjà décentralisés. On le voit aujourd'hui dans le panel des gens qui sont intervenus. C'est essentiellement des travailleurs indépendants, des pigistes qui travaillent avec des rédactions, mais qui sont des unités, on va dire, indépendantes, presque des marques autonomes, pour prendre un mot affreux dans le journalisme, mais c'est malheureusement une réalité. Et ça dit plein de choses, parce que ça veut dire qu'individuellement, il y a peut-être plus de liberté, plus de capacité. Il y a aussi une plus grosse fragilité financière. Il y a aussi un isolement qui est très compliqué à gérer quand ça se passe pas bien, parce que parfois le journalisme, ça rentre dans l'art, et quand on rentre dans l'art, ça se passe pas bien, c'est dur d'être seul. Et a fortiori, peut-être que ce journalisme demain, il sera beaucoup plus féminisé que ce qu'on voit, parce que encore une fois, on voit dans ce panel ces travailleuses indépendantes de l'information qui ont participé aujourd'hui, c'est aussi beaucoup des femmes. Et c'est particulièrement difficile quand on est une femme et qu'on apparaît à l'image ou qu'on produit de l'information, on s'en prend 15 fois plus dans la gueule que quand on est un mec. Tous ces états de fait, ça nous indique qu'il y a quand même une vigilance à avoir sur cette fragilisation du fabricant d'information. On peut parler même d'une paupérisation, c'est ce qui se passe. Malheureusement, les métiers qui se féminisent de plus en plus sont souvent des métiers qui se paupérisent, puisque la société est construite comme ça. Et à un moment donné, ce qu'on gagne d'un côté, on risque aussi de le perdre de l'autre. Il faut être prudent à ne pas se retrouver trop isolé, trop fragmenté, et qu'au final, on n'arrive plus non plus à se nourrir de notre métier. Aliénor, est-ce que tu veux… Oui, moi je suis quand même plutôt positive sur le fait que les pigistes, en tout cas que je connais et que je fréquente, s'entraident beaucoup. Enfin, moi j'ai eu quand même pas mal d'appels, de coups de fil, de gens qui sont dans la même situation que nous, pigistes. J'ai remarqué qu'il y avait aussi personnellement, j'ai assisté à un webinaire aussi sur comment enquêter depuis chez soi. Je ne sais pas si vous l'aviez vu passer par Alexandre Léchenet. Donc, du coup, il y a plein de petites possibilités comme ça pour profiter de la crise, pour apprendre des nouveaux outils et s'entraider entre journalistes. Je trouve que la solidarité est quand même assez visible. Je ne sais pas si c'était parce que je ne m'y attendais pas ou autre, mais en tout cas, je trouve de nouvelles techniques pour mieux travailler seul aussi. Je vous conseille notamment un outil pour calculer son temps. Donc, je ne sais pas si moi, j'ai découvert l'eau chaude avec ce truc, mais… vas-y. Tu peux nous raconter? Oui, c'est des trucs un peu très classiques, je crois. Mais ouais, moi, ça m'aide pas mal. C'est un outil qui s'appelle Toggle et qui permet de calculer le nombre de temps qu'on passe sur chaque projet. Et donc, du coup, de limiter aussi la casse quand on se dit cette pige va probablement pas être prise, donc je vais y passer un peu de temps, mais pas trop non plus. Et donc, on calcule au fur et à mesure. Sinon, il y a le Tomato Timer. Est-ce que vous connaissez? Non. Voilà, je le mets aussi. C'est un autre outil, mais c'est plus un truc de nazi dans le sens où ça sonne quand vous avez passé trop de temps dessus. Du coup, moi, je profite de la crise pour renouveler les outils que j'ai en tant que journaliste indépendante pour essayer de ne pas trop gaspiller mon temps. Et puis voilà, il y a aussi des belles choses qui se passent quand je vois les interactions entre journalistes et les coups de main et des piges qui disparaissent, mais en même temps, de l'autre côté, on sait quand est-ce que ça va reprendre parce qu'il y a un bouche à oreille. Donc,
Ok, ah ouais, d'ailleurs, peut-être juste en post-scriptum, comme ça, tu viens de lancer l'idée des outils. Est-ce que vous, les unes et les autres, vous avez découvert des outils ou des sujets là que vous avez envie de creuser? Ça peut être. Je réfléchis moi de mon côté si j'ai. Moi, il y a un outil qui est absolument très chouette. Alors, c'est pas vraiment pour les journalistes, hein. Enfin, ça peut fonctionner pour les journalistes, c'est pour tout le public. C'est une plateforme qui s'appelle Imago, en fait, qui est donc une plateforme média qui va rassembler tout un tas de contenus qui ont un certain niveau de qualité, un certain engagement, une certaine ligne éthique en règle générale qui est tournée sur les questions environnement, parité, progrès et compagnie. Et du coup, bah, si, pour finir ce confinement, si les gens cherchent un Netflix intelligent avec plein de programmes super chouettes et pas forcément mainstream, allez voir sur imago.tv, c'est vraiment bien. Ok. Cool, bah écoutez, et est-ce que vous avez des personnes à nous suggérer pour le podcast, là, justement, peut-être des femmes qui, vous avez l'impression ces dernières semaines, enfin, je sais pas, pour en gros, nous, c'est l'innovation média à toutes les échelles. Est-ce que peut-être que vous pourriez nous aider à combler un petit peu notre... Réfléchir. J'ai pas là, j'ai Bon, suite, ouais, mais si vous avez vu en gros des gens qui ont fait des réalisations, que ce soit des enquêtes vraiment qui renouvellent le genre, que ce soit à la tête de médias ou des entrepreneuses ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Moi, je vais t'en proposer deux qui sont deux femmes exceptionnelles. Il y en a une qui est Claire Fégreux, donc, qui est une créatrice ah oui. que j'adore, qui est une de mes principales inspirations depuis que j'ai commencé ce métier. C'est une de celles qui m'a donné envie de faire ça. Elle est hyper innovante, elle crée plein de formats, notamment en podcast. Elle est passée sur scène, elle a fait de tout, quoi. Elle a bossé pour Arte, elle a fait de la vidéo web. C'est vraiment une super créatrice. Et elle fait à la fois de la narration et de l'enquête. Elle a travaillé, par exemple, sur le don d'ovocytes. Enfin, elle a fait vraiment plein de choses hyper intéressantes. Et une autre qui est une jeune femme qui est la patronne des Inrock, la directrice de la rédaction des Inrock.fr, Marie Kirchen, qui est D'accord. vraiment très très bien aussi. Donc voilà, si tu veux Ok, des bah, femmes qui font bouger le métier, il y a ces deux-là. ok, bah écoute, mets bien les noms, comme ça tout le monde peut s'en inspirer, et moi en particulier. Et vous autres, est-ce que vous avez des noms à me glisser ou sinon vous me faites un mail ou vous pouvez, Ouais. ouais, d'ailleurs à ceux qui sont encore là, n'hésitez pas, nous on est super preneurs, on essaie d'être un peu voilà, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn et tout, donc on est vraiment preneurs d'idées et de suggestions et tout, et je pense que c'est vrai que on parlait du côté collaboratif, c'est comme ça aussi qu'on arrive à se renouveler et à aller chercher un peu en dehors de ces sentiers battus des idées. Donc, surtout, n'hésitez pas. Au contraire, nous, on est vraiment très en demande là-dessus, quoi. Il n'y a Donc, pas alors après, je ne sais pas dans quelle mesure vous allez à l'international, mais il y a pas un peu un équivalent de ce que vous faites dans d'autres pays européens où vous pourriez regarder un peu qui ils ont interviewé, quoi. Parce que moi, je suis toujours très preneuse de. Enfin, c'est vrai, souvent, je trouve qu'on s'inspire pas assez des fois de ce qui se fait à l'étranger de manière générale. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais j'imagine que doit y avoir peut-être. Voilà, je sais pas si vous allez que sur la France ou le francophone ou si vous êtes ouvert à tout. on est plutôt francophone, on va dire. Donc, effectivement, on avait fait un épisode avec, bah, que pour le coup, elle n'est pas du tout journaliste, et elle est passionnante. Et c'est la stratège de Radio-Canada, enfin, pas de Radio-Canada, RAD, de RAD, qui est en fait ceux qui font les formats YouTube de Radio-Canada. Franchement, elle s'appelle Gigi Wynn. Je vous conseille vraiment d'aller écouter parce que donc elle, à la base, elle vient du marketing. Son métier, c'est stratège. Mais sa réflexion, enfin pourquoi, et sa réflexion est super, vraiment passionnante sur comment eux, ils ont essayé de mettre en place à Radio-Canada avec des exigences de service public, comment aller toucher en fait des publics qui d'habitude justement n'étaient pas du tout concernés par l'info de Radio-Canada. Elle est vraiment géniale. Donc oui, donc pour l'instant, on est plutôt francophone. Et on n'a pas encore, mais effectivement, c'est ce que j'étais en train de regarder, d'aller voir, je vais vous mettre sur, d'aller voir un petit peu au-delà de nos frontières ce qui se passe, effectivement.
Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment super. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à ajouter avant que je ne coupe pas le sifflet à quelqu'un qui aurait une envie de parler? C'est bon, vous avez pu dire ce que vous vouliez. Bah, tant mieux. En tout cas, moi, j'étais super content d'être avec vous. Et donc, bah, voilà, vous aurez la vidéo qui vous arrivera si vous voulez la regarder, la diffuser, tout ça. Bah, en tout cas, moi, je vous souhaite bonne continuation, bon déconfinement, on va dire. Et puis, si tant est que ce soit vraiment un changement radical, en tout cas, portez-vous bien. Et puis, merci beaucoup. Salut à toutes et salut à tous. Merci Jean-Baptiste, merci Laurie. À la Salut, prochaine. bonne journée. On va continuer à vous suivre. Merci. Salut.